Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'histoire de la CGT et ce sera la dernière vidéo de notre série sur le sujet puisque après avoir parlé de la CGT durant la Seconde Guerre mondiale, nous allons parler de la CGT de 1945 jusqu'à nos jours. Alors, le début de cette période est marqué par la prise de contrôle par les communistes sur le syndicat puisque le Parti communiste est alors au plus fort de son influence, auréolé par l'importance de son engagement dans la résistance, il a des centaines de milliers d'adhérents, il fait 25% des voix, il a tout un réseau d'organisations de jeunesse, organisations de femmes, le secours populaire, etc., qui lui donne une très grande influence, ce qui lui permet d'être très fort au sein de la CGT, d'autant plus que Léon Jouot, qui est encore le dirigeant officiel de la CGT, est un temps absent, il est vieillissant, et il n'a pas vraiment de successeur désigné après 30 ans à la tête de la CGT. Donc le courant non communiste n'est pas non plus au top pour s'opposer à la croissance du communisme au sein de la CGT. Et donc ceux-ci ont alors la main sur pas mal d'instances au sein de la CGT, tenant 66 unions départementales et 21 des 30 fédérations nationales du syndicat. En 1945, ils vont ainsi désigner Benoît Frachon comme numéro 2 de la CGT, le laissant Léon Jouot diriger officiellement le syndicat, y compris après leur victoire lors du premier congrès de la CGT en 1946, qui est le premier congrès après la libération. Les communistes sont majoritaires, mais ils laissent encore Léon Jouot officiellement comme responsable, mais au sein du bureau exécutif de la CGT, les communistes sont majoritaires. Donc Léon Jouot est de plus en plus un chef factice, n'ayant plus vraiment, en tout cas de moins en moins de pouvoir réel sur l'organisation syndicale. Les partisans de Jouot donc commencent à s'organiser en créant le courant Force ouvrière, qui va commencer à créer des structures parallèles, des syndicats à la base commencent à faire scission, mais pour l'instant la scission n'est pas encore à l'ordre du jour. Jouot et ses partisans veulent encore rester dans la CGT pour l'influencer de l'intérieur. Mais à la base, ça commence déjà à créer d'autres syndicats, à préparer la scission, fait des tensions entre les deux courants. C'est par exemple le cas dans la fédération des PTT en août 1946. Cependant, durant cette période, la différence entre les deux syndicats entre les deux courants du syndicat en termes de stratégie est assez particulière, puisque maintenant les communistes sont moins partisans des grèves et veulent soutenir de manière active le gouvernement dans le cadre de la bataille de la production. Il faut reconstruire le pays, donc on a tout un engagement de la CGT pour pousser les travailleurs à produire et donc pas à faire grève. Et en plus, il y a les communistes qui sont du coup au gouvernement, donc les communistes au sein de la CGT soutiennent ce gouvernement, là où le courant en force ouvrière se montre déjà plus critique. Donc on a un peu un inversement stratégique par rapport à ce qui était le cas avant la Seconde Guerre mondiale. Cette ligne va se poursuivre jusqu'en 1947, puisque à ce moment-là, on a il y a les ouvriers qui commencent un peu à en avoir marre. Ça fait 8 ans qu'ils font des sacrifices pour l'effort de guerre, face à l'occupation, pour la reconstruction. Ça fait 8 ans qu'ils vivent dans des conditions difficiles, ils commencent à en avoir marre, ils veulent que leurs sacrifices soient récompensés, et on a des grèves spontanées qui éclatent sans l'aval de la CGT, notamment à l'initiative d'organisations trotskistes, anarchistes, ou parfois même vraiment spontanées de la part des ouvriers. Et c'est par exemple le cas au printemps 1947 à Renault-Billancourt, qui est pourtant un bastion cégétiste. Donc la CGT à ce moment-là craint d'être dépassée sur sa gauche, et ça va la pousser à rallier cette grève et celles qui vont suivre. Alors j'ai fait une vidéo sur les grèves de 1947, donc vous pourrez la regarder pour en savoir plus. Mais cet engagement dans des grèves assez dures va renforcer une nouvelle fois les tensions avec la force ouvrière, et même si eux étaient plus critiques du gouvernement, ils ne sont quand même pas pour des grèves trop dures. Ça reste quand même plutôt des modérés réformistes. Plusieurs cadres de la tendance vont ainsi démissionner et quitter la CGT durant l'année 1947, contre l'avis de Léon Jouot, qui reste plutôt opposé à ce choix à la base, mais ça s'impose, et en décembre 1947, la scission est consommée, et au printemps 1948, Force ouvrière se crée officiellement. La CGT perd alors plus de 1 million d'adhérents, jusqu'à 1,7 million d'adhérents, ça dépend des chiffres, mais sans qu'environ 300 000 à rejoindre Force ouvrière. Comme souvent dans ces scissions, en réalité, la majorité de ceux qui partent ne vont nulle part après, ils ne veulent pas choisir entre les deux nouveaux syndicats, ça démobilise plus qu'autre chose. Donc Force ouvrière existe encore aujourd'hui, mais on ne va pas parler de l'évolution particulièrement de ce syndicat, sauf éventuellement pour évoquer son rapport à la CGT.
Quant à celle-ci, elle ne connaîtra plus de scission majeure par la suite, mais elle va quand même continuer de connaître des évolutions que nous allons pouvoir retracer rapidement dans la suite de cette vidéo. Donc la CGT par la suite continue d'être active dans les luttes. Il y a les grèves de 1948 qui sont notamment présentes dans les mines, mais il y a également d'autres secteurs qui sont assez mobilisés durant cette période, l'aéronautique, la métallurgie. Donc pareil sur les grèves des mineurs de 1948, j'ai fait une vidéo que je vous invite à aller regarder. Et les années suivantes seront marquées par plusieurs grèves, à la fois sur les questions sociales, mais également la question coloniale, sur laquelle la CGT est engagée dans le camp anticolonial, avec la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie. Il y a également le refus du plan Marshall, donc là la CGT s'aligne sur la position du Parti communiste et de l'internationale communiste, on est dans le cadre de la guerre froide, et donc la CGT est dans le camp des partisans de l'URSS, même si elle se montre quand même plus critique que le PCF sur l'URSS. Il y aura quand même quelques dissensions, mais on en parlera un peu plus tard quand on va parler de l'évolution du rapport entre la CGT et le PCF. Ça sera également évoqué, du coup, dans une autre partie de cette vidéo. Mais globalement, elle se retrouve tout de même isolée dans le cadre de la guerre froide, même si elle est pareil moins isolée que le PCF, parce qu'elle a quand même une participation aux instances officielles. Elle est présente dans les comités d'entreprise, elle a des représentants au Conseil économique et social, qui est maintenant le CESE, Comité économique, social et écologique. Qui est en quelque sorte la troisième chambre de la République, de la quatrième et puis cinquième République. Elle contrôle beaucoup de comités d'entreprise et elle est également investie dans la gestion de la sécurité sociale. Il y a quand même une intégration de la CGT dans la société qui avait commencé durant la Première Guerre mondiale, qui s'est poursuivie progressivement par la suite, notamment en 1936. Là, ça s'achève, et même si elle est vue un peu comme un ennemi de l'intérieur dans le cadre de la guerre froide par certains, elle reste bien intégrée dans la société. Par contre, sur le plan syndical, elle reste quand même isolée. Ces grèves, elle les mène toute seule. Elle n'est pas avec la CGT, pas avec Force ouvrière. Donc, il y a quand même un certain isolement. Elle subit également de la répression. Donc, par exemple, en 1948, on a 2000 condamnations après ces grèves-là. Et il y a également des tensions internes, du coup, par rapport à la relation avec l'URSS, puisque certains au sein de la CGT veulent quand même plus d'autonomie vis-à-vis de ce pays. Et notamment lorsqu'il y a des interventions en Hongrie et en Pologne en 1956, ça provoque des critiques au sein de la CGT. Ensuite, en 1958, elle va s'opposer, comme le PCF, au retour au pouvoir du général de Gaulle. Elle organise des grèves, des manifestations, appelle à voter non au référendum, mais c'est globalement un échec. La classe ouvrière ne suit pas, le oui l'emporte largement, les grèves et les manifestations rassemblent assez peu. C'est donc un revers cuisant pour la CGT. Alors la situation va quand même pouvoir s'améliorer progressivement par la suite, notamment avec De Gaulle qui infléchit sa position sur la guerre d'Algérie, ce qui permet à la CGT de sortir un peu de son isolement. Il y a également l'Union de la gauche qui se reforme, à la fois face aux tentatives putschistes de certains généraux dans le cadre de ce conflit. Il y a également l'Union de la gauche face au général de Gaulle, avec la candidature commune de Mitterrand en 1965, les accords de désistement SFIO-PCF aux législatives de 1967. Donc là, ça permet, comme en 1936, au front syndical également de se réunir à nouveau. Donc il n'y a pas d'unification syndicale cette fois, mais les relations entre la CGT et la CFDT qui du coup a remplacé la CFTC, puisque du coup la CFTC est devenue la CFDT, même si une partie de la CFTC a choisi de rester la CFTC. Bref, il faudrait que je vous parle de l'histoire de ce syndicat un jour. Mais globalement, on a donc la CFDT qui est un syndicat plus à gauche et plus radical qu'elle ne l'est aujourd'hui, qui veut en quelque sorte incarner en fait une nouvelle voie à gauche, une troisième voie, plus radicale que la SFIO, mais en refusant l'alignement sur le bloc soviétique. Donc un peu politiquement, ça va être ce que va représenter le PSU. Donc il y a des grèves communes qui peuvent être organisées, alors plus avec la CFDT qu'avec Force ouvrière, qui reste la sœur ennemie avec lesquelles les relations demeurent compliquées. Mais voilà, on a un rapprochement qui se poursuit aussi par la suite dans un contexte de forts mouvements sociaux. À partir de 1963, on a le retour des questions sociales avec des grandes grèves des mineurs. On a une année 1967-1968 qui sont des années très chargées socialement, puisque donc, ça aboutit à mai 68, qui n'est pas qu'un mouvement étudiant, mais également un mouvement ouvrier, qui avait commencé avec des grèves assez importantes dès 1967. Donc, lors de l'apogée de cette séquence en mai 68, la CGT participe activement au mouvement ouvrier, aux grèves, aux manifestations. Par contre, il y a l'aspect étudiant du mouvement qui est quand même important, vis-à-vis duquel la CGT a une position un peu particulière. C'est un mouvement où on trouve pas mal d'enfants de la bourgeoisie, donc il y a une méfiance de classe de la part d'une organisation ouvrière, et il y a également une méfiance politique,
puisqu'on trouve beaucoup de trotskistes, d'anarchistes dans ces mouvements-là, qui sont des courants politiques dont la CGT se méfie, qu'elle voit comme des concurrents. Donc, il y a au début voilà, une certaine critique. Et donc, même si la CGT est critique de la répression et la violence de la police lors des manifestations étudiantes, elle dénonce les actions un peu extrêmes ou provocations gauchistes qu'on trouve dans ce mouvement étudiant. Cependant, à partir du 11 mai, elle appelle à une grande manifestation qui va avoir lieu le 13 mai 1968 avec les autres forces syndicales. Et la CGT et la CFDT entament des négociations avec le gouvernement, ce qui va aboutir aux accords de Grenelle et à un certain nombre de progrès sociaux, avec notamment des hausses assez importantes des rémunérations, des salaires. Et donc elle choisit la voie de la négociation plutôt que poursuivre la lutte active, et une voie qui aurait pu être plus révolutionnaire, considérant qu'il n'y avait pas vraiment d'option révolutionnaire à ce moment-là, ce qui aurait été pas totalement faux, parce que même s'il y avait une très forte agitation d'une partie de la classe ouvrière et du mouvement étudiant, on avait également toute une couche de la population qui regardait ça avec méfiance et qui n'aurait pas suivi un mouvement révolutionnaire. Il y avait le manque d'unité sur le mouvement, le fait que la CGT de toute façon ne contrôlait pas vraiment ce mouvement, donc elle ne voyait pas vraiment une révolution allant dans le sens qu'elle aurait souhaité d'une victoire communiste. Donc elle choisit la voie de la négociation, ce qui aboutit donc à de vrais progrès sociaux qui vont quand même profiter à son image à la sortie de mai 68. Alors dans le même temps, on a également des changements à la tête de la CGT, puisque Benoît Frachon est remplacé par Georges Ségui, qui est un ancien résistant qui va diriger la CGT de 1967 à 1982, remplacé ensuite par Henri Krasuki pendant 10 ans, de 1982 à 1992. Alors on comprend que les mandats des secrétaires nationaux de la CGT se raccourcissent, parce que Ségui, qui avait dirigé avant la CGTU, reste une vingtaine d'années à la tête de la CGT, 15 ans du coup pour Ségui, 10 ans pour Krasuki, et maintenant ils font souvent 2 mandats de 3 ans, donc on est sur du 6 ans pour les secrétaires nationaux. Donc ça se raccourcit, on n'a plus des très longues durées avec le même dirigeant de la CGT. Là, du coup, en termes de relations avec les autres syndicats, on a dans les années 70 l'Union de la gauche qui se forme en 1973. Donc encore une nouvelle fois, ça favorise les relations intersyndicales et donc des actions communes avec la CFDT et parfois avec Force ouvrière. Même si ce front syndical va être rompu en 1978, mais plutôt à l'initiative de la CFDT que de la CGT. Ensuite, autre rupture, c'est la victoire de la gauche en 1981. Ça faisait 25 ans que la gauche n'avait pas été au pouvoir, et en plus, cette fois, elle est sans devoir faire une coalition avec une partie de la droite. Pendant la 4ème République, la gauche avait dû s'allier avec des alliances CFIO, MRP, parfois avec aussi le Centre National des Indépendants et Paysans, donc vraiment bien à droite. Là, on a vraiment un gouvernement officiellement bien de gauche, avec au début un certain nombre de mesures sociales qui sont prises, et qui font que la CFDT est quand même plutôt satisfaite, même si elle décide, tout en soutenant le gouvernement, de pouvoir garder un soutien critique. Elle refuse d'être totalement affiliée à ce gouvernement et va émettre des critiques qui vont progressivement se renforcer avec le tournant de la rigueur. Donc dès 1983, les critiques deviennent plus dures. En 1984, les communistes quittent le gouvernement. Donc la CGT peut durcir un peu plus son discours, puisque le Parti communiste n'y est pas. Mais ce n'est pas une rupture brutale pour la CGT. Elle continue d'afficher un soutien critique au gouvernement, malgré le départ des communistes. Donc elle ne suit pas strictement sa ligne. Ça, on le verra que l'éloignement avait commencé à ce moment-là vis-à-vis d'une affiliation au Parti communiste. C'est en 1985 que la CGT fait le choix de rompre avec le gouvernement lors du congrès qui a lieu cette année-là. Et par la suite, la CGT sera toujours beaucoup plus critique vis-à-vis des gouvernements, y compris lorsque les communistes y sont, comme durant la gauche plurielle entre 1997 et 2002. Maintenant, la CGT ne se montre plus critique des gouvernements de gauche et n'attend pas des années de réformes décevantes, on va dire. Cela lui permet également de se rapprocher de Force ouvrière, qui était restée plus critique du gouvernement, puisque Force ouvrière, vraiment, sa ligne, c'est l'indépendance vis-à-vis des partis politiques, ce qui lui permet, quel que soit le gouvernement en place, de se montrer critique d'eux, là où les autres syndicats ont des partisans qui sont membres des partis politiques. Donc la CFDT, par exemple, va rester en soutien du gouvernement durant cette période. Force ouvrière peut rester beaucoup plus, du coup, à ne pas changer de ligne en fonction de qui est au gouvernement, mais plus en fonction de la politique menée, tout en restant quand même beaucoup plus modéré que la CGT sur les actions à mener et prêt à signer plus facilement quand même des accords. Mais on a du coup à ce moment-là plus de grèves CGT-FO du coup à partir de 1985 que de grèves CGT-CFDT. Donc on a un peu une restructuration du paysage syndical durant ces années-là. Ensuite, on peut désormais aborder la question des relations entre la CGT et le Parti communiste. Et cette période, c'est vrai qu'elle est vue un peu comme le moment où la CGT est bien affiliée au PCF, où elle est sa courroie de transmission. Et au début, c'est plutôt vrai, même s'il y a quelques différences, que la CGT veut maintenir une certaine quand même autonomie, un minimum d'autonomie,
et qu'elle se montre, comme je vous l'ai dit, plus critique de l'URSS que ne le fait le PCF. Mais il faut attendre les années 70 pour que la prise de distance commence à se faire un peu plus sentir. Alors certes, elle n'a pas la voté communiste aux élections, aux législatives de 1978 par exemple, mais dans le même temps, le nombre de socialistes présents dans les instances nationales de la CGT se renforce, et elle prend également ses distances de la Fédération syndicale mondiale qui est affiliée à l'URSS, s'en montrant plus critique tout en restant membre pour le moment. Et elle va progressivement accentuer ses critiques du régime soviétique. Alors, cet éloignement dans les années 80 va se stopper un temps, c'est pas quelque chose de linéaire, puisque Krasuki, donc, qui devient dirigeant de la CGT en 1982, est plus favorable à une affiliation à la ligne du PCF que n'était Georges Segui, qui était plus partisan d'une autonomie. Donc on a les communistes qui reprennent de l'influence dans les instances nationales, donc les socialistes reculent de nouveau dans les années 80, mais dans les années 90, cette fois pour de bon, la CGT va pouvoir prendre plus de liberté vis-à-vis du Parti communiste, notamment en 1993 où pour la première fois depuis la libération, elle n'appelle pas à voter pour le Parti communiste, même si un certain nombre de fédérations vont le faire à titre individuel, mais pas un appel de l'ensemble de la CGT. Et pareil au présidentiel de 1995, même si le secrétaire national de la CGT va appeler à titre personnel à voter pour Robert Rue, le candidat communiste. Mais c'est un choix personnel, ça n'engage pas la CGT dans son ensemble, et celle-ci ne donnera plus de consigne de vote au premier tour lors des différents scrutins, jusqu'aux élections législatives de 2024, où elle va appeler à voter pour le nouveau Front Populaire, une coalition de gauche allant bien au-delà des rangs du Parti communiste français. Et sinon, au premier tour, elle laisse les électeurs choisir entre les différents candidats du camp du progrès social, on va dire. Elle peut donner des consignes de vote au second tour, contre l'extrême droite, contre Nicolas Sarkozy en 2012, mais voilà, elle est dans le camp du progrès social, mais elle n'a pas à dire quel candidat de ce camp-là il faut soutenir. Ses membres sont libres de faire leur choix individuel dans ce camp-là. De même, les secrétaires nationaux de la CGT ne sont plus automatiquement membres du Parti communiste. Bernard Thibault sera le dernier dirigeant du syndicat à avoir sa carte au parti. Martinez, Sophie Binet n'ont pas leur carte au Parti communiste. Donc là aussi, ça montre un renforcement de cette autonomie de la CGT vis-à-vis du Parti communiste. Alors il y a des liens qui existent encore. Beaucoup de membres de la CGT et de ses cadres sont membres du Parti communiste français. Mais aussi, tout simplement, alors il y a les aspects du fait qu'il y avait des liens avant et que ces liens se poursuivent. Mais il y a aussi simplement que les deux organisations ont des revendications proches. Évidemment qu'un syndicat a des revendications sur tout ce qui va concerner l'organisation du travail, et un parti qui aura des revendications proches dans son programme, forcément aura un succès auprès des adhérents de ce syndicat, et donc forcément les militants de ce parti qui sont syndiqués vont avoir tendance à se syndiquer dans la CGT. C'est évident, et donc ça contribue à maintenir ces liens, mais voilà, ils sont beaucoup moins forts et, on va dire, obligatoires qu'à l'époque. Ensuite, l'autre sujet à aborder, c'est le recul de la CGT. Clairement, elle n'est plus aussi forte qu'elle l'était à la Libération. Alors, dès 1948, le recul se fait sentir avec les effets de la scission avec Force ouvrière, les effets également de la répression qui se mène à ce moment-là face aux différentes grèves qu'elle mène, l'isolement lié à la guerre froide, donc on a les effectifs qui diminuent. Ainsi, en 1958, la CGT a 1,6 million d'adhérents, soit un recul de 2,2 millions par rapport à la Libération. C'est quand même plus de la moitié en moins d'adhérents. Elle reste cependant la première organisation syndicale du pays, avec une forte influence, un contrôle d'un certain nombre de comités d'entreprise, et une influence dans la société quand même ouvrière qui demeure majeure, avec notamment également de nombreuses œuvres sociales. Mais elle perd progressivement sa situation de quasi-monopole sur le mouvement syndical, avec le renforcement de la CFDT, de Force ouvrière, des concurrences également à sa gauche avec les mouvements trotskistes et anarchistes, notamment à partir de 1968, même s'il reste encore peu organisé, mais c'est également une autre concurrence qu'elle connaît. Et elle craint ainsi notamment un front commun, Force ouvrière, CFDT, FEN, qui pourrait clairement la concurrencer, notamment avec les reculs qu'elle connaît lors des élections professionnelles, puisqu'elle réunissait 47% des voix en 1968, elle n'en réunit plus que 42% en 1974. Bon, ça reste quand même un gros score, largement premier, mais elle s'éloigne de plus en plus de la majorité absolue. Alors certes, dans les années 70, ces effectifs ont remonté, avec le dynamisme globalement de la gauche dans cette période-là, d'union de la gauche et de marche vers la victoire de la gauche en 1981. Donc elle est remontée à 2,4 millions d'adhérents dans les années 70, mais c'est un peu une dernière remontée avant la plongée importante qui va suivre,
Un peu comme le Parti communiste qui fait des scores importants des années 70, qui regagne des adhérents, regagne des élus. En 1978, il a beaucoup de députés. En 1977, c'est l'année où c'est les élections municipales, c'est les élections où le parti va avoir le plus de mairies avant de connaître un recul et d'être dépassé par le Parti socialiste. Donc là, pareil, la CGT regagne en nombre d'adhérents, mais les autres organisations syndicales se renforcent plus rapidement, donc elle perd en influence tout de même. Et donc là, après, voilà, dans les années 80, le recul de la CGT va suivre en partie le recul du PCF. Le PCF passe de 20% à 5% en une vingtaine d'années. Donc forcément, la CGT qui reste proche du parti subit également ce recul. Elle perd ses soutiens internationaux avec la chute de l'URSS. Et dans le même temps, on a le recul de la classe ouvrière dans la société française, puisqu'on a une mutation du paysage économique du pays et du marché de l'emploi. Ainsi, entre 1982 et 1990, on a 800 000 ouvriers en moins. En termes de pourcentage, on passe de 40% de la population active en 1975 à seulement 28,5% en 1993. Les ouvriers sont remplacés en partie par les employés, les techniciens. C'est vraiment la base du syndicalisme à la CGT qui disparaît, notamment aussi avec les grandes entreprises, les grandes usines qui étaient des bastions de la CGT qui ferment, qui délocalisent, les mines, la sidérurgie. Tout ça affaiblit profondément la CGT. Le taux de syndicalisation diminue. Déjà que la France avait un taux de syndicalisation assez faible comparé à ce qu'on connaît notamment en Allemagne, par exemple, ou dans les pays scandinaves, ou ce qu'on connaît notamment en Allemagne ou par exemple en Grande-Bretagne. Ainsi, le taux de syndicalisation était de 21% en 1970. Il n'est plus que de 8% en 1993. Donc avec tout ça, forcément, la CGT recule. Elle passe en dessous des millions d'adhérents dans les années 90. Et aujourd'hui, elle n'a plus que 600 000 adhérents à peu près. Et de plus en plus concurrencée par la CFDT pour la place de premier syndicat, que ce soit en nombre d'adhérents ou lors des différentes élections professionnelles. Aujourd'hui, les deux syndicats sont donc coude à coude à ce niveau-là. Donc c'est un peu la situation de la CGT aujourd'hui. Alors, si par rapport à la CGT est clairement un syndicat plus radical, plus être prêt à lancer des grèves et à moins accepter de reculs sociaux, ça reste comme un syndicat qui accepte de négocier et de signer des accords. Parce que souvent on dit « Ah, la CGT, ils veulent rien signer, ils veulent juste faire grève, ils en ont rien à faire d'autre chose, ils en ont rien à faire des travailleurs. » C'est totalement faux. La CGT signe très souvent des accords pour améliorer les conditions de travail, de rémunération et de vie des travailleurs. Ainsi, elle signe 84% des accords d'entreprise et 35% des accords de branche. C'est quand même loin d'être négligeable. Donc si elle est prête à utiliser plus facilement l'outil de la grève et de la lutte, avant de négocier, c'est quand même bien pour avoir un rapport de force lors des négociations, d'être prêt aussi à avoir le bâton. Sinon, si on va négocier sans rien avoir en menace, c'est que c'est toujours plus difficile. Mais elle continue d'avoir comme objectif premier l'amélioration concrète des conditions de l'ensemble des travailleurs et utilise tous les outils à sa disposition dans ce but-là. Même si ces choix stratégiques peuvent encore être critiqués, je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans les détails des critiques qui sont faites sur les choix de sa direction, qui le sont en interne ou en externe, qui le sont également dans les congrès, etc. Ça demanderait une vidéo à part, ça demanderait également de prendre parfois position. Je ne vais pas rentrer en détail, voilà, la vidéo est déjà assez longue comme ça, peut-être à l'avenir je le ferai, mais on ne va pas détailler ça plus ici. Donc c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager cette vidéo. Au revoir tout le monde.